Eh bien, donc, c'est pour moi un plaisir et un honneur de vous présenter Dr Yves Ménard. Alors, j'ai dit philosophe de l'environnement, je ne sais pas si c'est comme ça que tu te définis. Ouais. Bon, de toute façon, les philosophes, on peut leur dire ce qu'on veut, ils ne sont jamais d'accord. Ils remettent tout en cause. Ce qui est une chose que j'admire, hein, et c'est pour ça que Yves est là, c'est que, en fait, on travaille de temps en temps ensemble et je trouve que le point de vue d'une autre discipline est toujours très très rafraîchissant et enrichissant, mais alors pour les philosophes, c'est vraiment, ça nous ouvre des portes vraiment nouvelles sur la connaissance. Donc Yves Ménard va vous parler de faits et de valeurs et de ce qu'il y a comment on est entre les deux dans les invasions biologiques, donc du point de vue d'un philosophe de l'environnement. Merci Yves. Merci Franck, merci à tous d'être restés, merci au Collège de France pour m'avoir donné la possibilité de faire ce séminaire. Alors, aujourd'hui, je vais... Franck vous avez prévenu que les séminaires étaient un peu un pas de côté. Je pense que celui-là va être encore un peu plus de côté que d'habitude, puisqu'on va faire de la philosophie. J'ai prévu de parler de philosophie en partant du principe que personne n'était philosophe dans la salle, ou presque. Mais si tout se passe bien, à la fin, vous aurez tous envie de passer le reste de votre vie à faire uniquement de la philosophie. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur des questions très proches de celles de Franck. Il va y avoir des exemples qu'il a évoqués que je vais reprendre, des termes qu'il a évoqués que je vais reprendre, et on va peut-être un petit peu plus couper les cheveux en quatre et voir ce qui se cache un peu plus derrière les mots que ce qu'il a fait dans le panorama général qu'il a évoqué. Alors, évidemment, on peut se poser la question de savoir ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on ferait de la philosophie sur les espèces exotiques envahissantes, et je pense que depuis, si vous suivez, d'après ce que j'ai compris, la plupart d'entre vous avez suivi tous les cours depuis le début, donc je pense qu'il y a un certain nombre de questions philosophiques qui vous apparaissent évidentes comme émergentes quand on évoque les espèces exotiques envahissantes. Ce qui est le plus évident, mais c'est ce qui se cache derrière cet article-là auquel Franck a taillé un costard il y a quelques minutes. Alors, vous avez beaucoup rigolé, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant et important derrière cet argument qui est certainement trop rapide, biaisé, fallacieux à plein d'égards. Il y a des questions importantes parce que, il y a des enjeux éthiques clairs dans la motivation qui est la nôtre pour agir sur les espèces exotiques envahissantes. Ça, vous l'avez vu quand vous voyez le pauvre oiseau qui ne savait pas se défendre contre des rongeurs qui étaient en train de le dévorer. Clairement, ça pose une question éthique. Est-ce qu'on laisse faire ça ? Non, on a des raisons éthiques d'agir. Et puis d'un autre côté, ce qui est vrai dans le rejet de la motivation, la base de réflexion intéressante dans le rejet de la biologie des invasions, c'est l'idée qu'effectivement, si on lutte contre les invasions biologiques, à un moment donné, on va tuer des animaux, on va arracher des plantes, on va capturer des ragondins, on va séquestrer des tortues de Floride dans un parc. Donc on va affecter aussi leur liberté, leur vie, etc. Donc ça pose des questions éthiques, il faut bien le reconnaître, même si on ne peut pas les sabrer de manière aussi rapide que ce que fait cette tribune, et ça pose des questions éthiques. Mais il n'y a pas que les questions éthiques qui sont posées autour des espèces exotiques envahissantes. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des questions d'anthropologie philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit de ce que c'est qu'être un humain, de voir que... Alors on sait déjà qu'on était capable de polluer, de détruire beaucoup avec la pollution. On a pris conscience qu'on était aussi capable d'aller aussi loin qu'un changement d'un fonctionnement planétaire avec le changement climatique. Et là, on s'aperçoit qu'en plus, les êtres humains sont capables d'avoir des impacts qui se déploient par le truchement d'autres espèces. Alors, ça dit quelque chose de ce que c'est que l'humain, de ses capacités, de ses responsabilités, etc. Et puis, il y a aussi des questions d'épistémologie. Par exemple...
dans les questions relatives aux espèces exotiques envahissantes, c'est clair que les invasions biologiques, les colonisations, c'est quelque chose qui fait partie des processus qui sont à l'origine de la répartition de la biodiversité sur Terre, à toutes les échelles de temps. Mais simplement, ces choses-là se produisent avec d'autres dynamiques, avec d'autres causes sous-jacentes dans un régime d'invasion biologique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit des concepts qu'on doit utiliser pour rendre compte de ça? Est-ce que c'est les mêmes concepts exactement, qui permettent de rendre compte de ces phénomènes complètement nouveaux? Est-ce qu'il faut prendre les mêmes concepts mais les ajuster un peu? Ou peut-être que c'est complètement des nouveaux concepts, une écologie fondée sur des concepts complètement différents de ce qu'on faisait en régime qui n'était pas affecté à ce point par les espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est une question de philosophie des sciences, d'épistémologie. Donc il y a toutes ces questions, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, des questions philosophiques autour des espèces exotiques envahissantes auxquelles je ne pense pas. Et alors après, comment est-ce qu'on peut faire pour les traiter? Comment on peut les aborder? Alors, il y a une multitude de méthodes, juste en évoquer quelques-unes. Alors, ce qui est le plus évident, c'est se dire que la réflexion philosophique, elle va consister à attaquer ces questions par une prise de recul, un décentrement. On va peut-être essayer de voir qu'est-ce qui, dans notre manière de réfléchir sur ces questions, relève de notre culture, de notre culture moderne, de notre culture occidentale. On va essayer de se décentrer de ça, d'aller chercher des ressources conceptuelles qui viennent d'autres horizons. On va essayer de prendre du recul en se disant, il y a peut-être des présupposés qu'on ne s'aperçoit pas qu'on adopte, mais il faut prendre du recul pour essayer de les évacuer, pour penser d'une nouvelle manière ces questions. Alors c'est une première façon de faire de la philosophie. Une deuxième façon, c'est de faire de l'histoire des concepts. On peut regarder comment les concepts qui sont utilisés en biologie des invasions ou quand on parle de leurs enjeux de gestion ou de politique, comment est-ce qu'ils ont évolué dans le temps et qu'est-ce que cette évolution des concepts nous dit de l'évolution du savoir, de la manière dont les questions éthiques interfèrent avec le savoir. Et puis il y a une dernière manière, enfin il y en a plein d'autres, mais celle sur laquelle je vais m'arrêter, c'est celle que je pratique, c'est la philosophie du langage. Donc je vais commencer, alors ça c'est pareil, la philosophie du langage, en fait c'est une boîte de Pandore, il y a plein de philosophies du langage, donc moi je vais vous parler un petit peu de la philosophie du langage telle que je la pratique, en essayant de vous montrer que c'est très rigolo à faire. Et ça nous permet d'avancer sur les questions philosophiques telles que celles que j'ai évoquées. Alors, le point de départ de la philosophie du langage telle que je la pratique, c'est l'idée que dans notre rapport spontané aux mots, dans la manière qu'on a de comprendre les mots, et les autres entités de notre langage, les discours, les phrases, les propositions, on est un peu schizophrène. D'un côté, on se dit qu'on est tout puissant. Après tout, si je veux appeler fourchette une cuillère ou l'inverse, je peux. Je suis tout puissant. Mais d'un autre côté, quand on ne connaît pas un terme, on va chercher dans le dictionnaire ou on va chercher une autorité, une référence qui va nous dire ce que veut dire le mot. C'est-à-dire que là, comme si c'était inscrit dans les tables de la loi, il y a une vérité de ce que veut dire le mot et c'est ça qu'on va aller chercher. Alors ces deux attitudes, c'est ce qu'on fait tous les jours, enfin moi, peut-être pas vous, mais... donc ces deux attitudes, elles sont complètement contradictoires. Alors, il va bien falloir trouver laquelle est la bonne ou un équilibre entre les deux. Alors, je pense que si on veut trouver un équilibre entre les deux, une bonne approche, c'est de se dire que les mots, c'est un peu comme des râteaux. C'est un peu comme mon râteau. Mon râteau, il a été construit, il a été élaboré par des hommes, comme les mots, pour faire quelque chose de particulier, pour lequel il est très bon. Pour ramasser l'herbe, ça marche très bien. Souvent, la personne qui l'utilise, en l'occurrence moi, ce n'est pas la personne qui l'a créé. Il était déjà là, je suis allé l'acheter, je l'ai utilisé avec ses caractéristiques. Alors maintenant, si je veux l'utiliser pour faire complètement autre chose que ce pour quoi il est fait, par exemple, si je veux utiliser le terme fourchette pour désigner une cuillère, il y a un certain nombre de cas dans lesquels ça ne va pas marcher. C'est de la même façon que si j'essaye de cuisiner avec mon râteau, ça ne va pas très bien marcher. Ça ne va pas très bien marcher pour des raisons qui ont trait aux caractéristiques de l'objet lui-même. C'est un peu gros pour remuer mon omelette, par exemple. Mais en fait, alors,
C'est un peu pareil pour les mots. Hein. Les mots, par exemple, si j'ai besoin d'un mot pour saluer quelqu'un que je croise rapidement, c'est vrai qu'un petit mot comme salut, allô en allemand, ciao, ça marche bien. Bah, anticonstitutionnellement, ça marcherait moins bien pour saluer rapidement comme ça. Mais en fait, si on y réfléchit bien, fondamentalement, ce qui fait qu'on a des limites dans ce qu'on peut faire dans notre usage du mot, ça relève des usages qui sont en vigueur. Si j'y vais dans une société dans laquelle tous les plats sont cuisinés de manière collective avec des immenses casseroles d'1 mètre de diamètre, peut-être que je pourrais cuisiner avec mon râteau. Donc, fondamentalement, le problème, c'est les usages en vigueur qui limitent ce que je peux faire avec les mots. Et c'est pour ça d'ailleurs que si je croise quelqu'un en vélo rapidement et que je lui dis allô en allemand, il va comprendre que ça veut dire salut. Si je fais ça en France, il va se dire mais c'est quoi son problème? On n'est pas au téléphone. Donc les usages sont l'élément qui sera déterminant pour savoir ce qui va bloquer. Bon, alors du coup, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les mots, on peut faire surtout ce pourquoi ils ont été prévus. Mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses pour lesquelles ils n'ont pas été prévus. Par exemple, moi, là, il y a 2 ans, j'ai coulé une dalle de béton, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. En fait, pour couler une dalle de béton, un râteau, c'est extrêmement pratique, simplement il faut le tourner dans l'autre sens. Ça n'a pas du tout été fait pour ça, mais si on le tourne dans l'autre sens, il ne se prend pas dans la treille de métal, et on peut étaler facilement, ça marche très bien. Il n'a pas été fait pour ça, mais on arrive très bien à le faire, grâce à ses caractéristiques. Et puis, peut-être que les éléments ce qu'on peut faire avec un râteau aujourd'hui, on pourra plus le faire demain, et la principale chose qu'on fera avec un râteau demain, ça sera tout à fait autre chose. Peut-être, par exemple, qu'il y aura des drones qui ramasseront toute l'herbe dans les jardins, et que la seule utilité des râteaux, ça sera d'être des éléments de décoration. Donc on voit bien que les usages qui délimitent ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, ils sont variables dans le temps. L'exemple auquel je pense pour l'analogie avec les mots, c'est le mot ADN. Il y a encore quelques années, on utilisait le mot ADN uniquement pour désigner l'acide désoxyribonucléique, le porteur de l'information génétique. Puis après, petit à petit, on s'est mis à utiliser le mot pour désigner un petit peu ce qu'il y a d'important, d'identitaire dans ce que fait une entreprise. Et ce matin, j'entendais à la radio notre ministre de l'Agriculture qui disait que la chasse fait partie de l'ADN de la ruralité. Donc vous voyez, le terme a complètement changé de sens. Il a gardé un peu de son sens, mais il l'utilisait pour tout à fait autre chose. Et puis enfin, il peut nous arriver de faire des choses avec le râteau qu'on n'avait pas du tout prévues et dont il va bien falloir pourtant assumer qu'on l'a fait. Par exemple, on peut donner un coup de râteau un peu trop fort à un endroit où on ne regardait pas bien et il y avait un crapaud et le crapaud il est mort. Et on peut toujours dire que ce n'était pas notre intention, mais c'est fait. Avec les mots, c'est pareil. Et quand je réfléchissais à la construction de ce cours, je pensais au fait, ça va peut-être rappeler des choses aux plus anciens d'entre vous. Il fut un temps, on a eu un président qui s'appelait Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, une fois, il avait parlé de son Premier ministre comme d'un collaborateur. Et ça fait un bruit énorme parce que c'était perçu comme péjoratif. Alors, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais imaginons que ça n'avait pas été intentionnel, il pouvait toujours dire que non, il n'a pas voulu dire ça, de fait il l'avait dit et maintenant le mal était fait. Et il aurait pu faire pire, parce que s'il avait fait ça avec quelqu'un qui était par exemple un descendant d'un résistant qui a été tué par un collabo, le fait de l'avoir appelé collaborateur, ça aurait une grosse charge sémantique, il aurait fait beaucoup de mal. Et le fait de dire c'est pas ce que je voulais faire, de s'imaginer souverain dans le sens qu'il donne au mot, ça ne l'aurait pas exonéré de sa responsabilité dans l'erreur qu'il aurait commise. Très bien, donc du coup, vous aurez compris, faire de la philosophie, c'est prendre les mots pour des râteaux. Ce qui veut dire que ça veut dire se rendre compte qu'avec les mots, parfois, on fait ce qu'on veut, mais pas toujours. Ce qu'on peut faire avec, c'est déterminés par des contraintes qui sont, entre autres, mais qui sont beaucoup liées aux usages. Et ces usages, ils évoluent. Donc, faire de la philosophie du langage pour essayer de traiter des questions philosophiques relatives aux espèces exotiques envahissantes, entre autres, c'est quoi? C'est essayer de mieux comprendre ce qu'on dit, tous ces éléments des usages et de la manière dont sont utilisés les mots et ce qui détermine le sens que ces mots ont, qu'on peut leur donner, les limites du sens qu'on peut leur donner, pour traiter les questions philosophiques. Donc c'est ce que je vais tâcher de faire. Dans la suite de ce talk, en m'intéressant à un mot qui a été au centre de l'intervention de Franck tout à l'heure, qui est le mot en anglais « denialism ». Vous allez voir pourquoi je n'ai pas envie de le traduire.
Je vais m'appuyer sur ça pour faire ce que j'appelle une fouille des valeurs, c'est-à-dire un travail qui va consister à aller voir où, dans les différents énoncés, derrière les différents mots qu'on utilise dans les sciences des invasions, il y a des valeurs. Où est-ce qu'elles sont, lesquelles elles sont, comment on va les trouver. Et puis ensuite, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec, une fois qu'on a vu où elles sont et qu'on a vu dans quelle mesure elles étaient là. À deux niveaux, on va d'abord parler de la forme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le fait, et ensuite du fond, c'est-à-dire quelles sont ces valeurs. Alors, je vous préviens tout de suite, on n'ira pas jusqu'au bout. Parce que vous savez, je fais comme tout le monde, moi quand je prépare un talk, je regarde ce que je vais dire, je répète les 10 premières minutes, je vois que je suis complètement en retard, et donc j'abandonne et je ne répète pas la suite. Et puis en plus, j'ai pas du tout mis de timer, donc je ne sais pas du tout où on en est, donc ça ne va pas nous aider. Et si en plus vous posez des questions au milieu, on devrait être en retard. Mais n'hésitez pas. Donc du coup, je disais, on attaque, on va parler de ce mot denialisme que Franck a traduit par dénialisme. Et moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de ne pas le traduire justement par dénialisme, parce que ce mot dénialisme, eh bien, personne ne l'utilise. Donc ça va être difficile de savoir quels sont les usages autour de ce mot, parce que personne ne l'utilise à peu près. Mais par contre, il y a deux mots ou groupes de mots qu'on peut avoir envie d'utiliser pour le traduire, qui sont très différents dans leur connotation. Le premier, c'est déni de réalité, qui souligne l'idée de réalité. Donc, le denialisme, ça serait une question de fermer les yeux sur une réalité objective. Et le deuxième terme qu'on peut avoir envie d'utiliser, c'est négationnisme. Et lui, négationnisme, il a une charge sémantique qui est complètement différente. Parce que généralement, quand on parle de négationnisme, c'est pour parler du négationnisme vis-à-vis des crimes nazis, de l'extermination des juifs, etc. Donc, d'emblée, le terme, il a une charge morale, clairement. Donc, quand on choisit, est-ce qu'on traduit denialisme par déni de réalité ou négationnisme, eh bien, on fait un choix très fort entre savoir si on parle vraiment de fermer les yeux sur le monde objectif ou de commettre une faute morale. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas le traduire. Alors, essayons de poursuivre cette enquête. Pour ça, il nous faut un point de départ. Alors, je pense que le point de départ le plus évident, et c'était un petit peu ce qui a été dit à des moments par Franck dans son utilisation du terme, mais ça a varié au cours de son intervention. Le point de départ le plus évident, c'est de se dire que, voilà, fondamentalement, le denialisme, c'est nier les faits. Et c'est quoi les faits? C'est ce qui fait consensus dans la communauté des scientifiques. Donc, pour voir si c'est une manière de comprendre le denialisme qui tient la route, je propose de m'appuyer sur un article qui a été écrit il y a quelques années dans Conservation Biology. C'est une très grande revue de bio de la conservation qui traite parfois d'espèces exotiques envahissantes, quoique ce ne soit pas leur cœur de métier, mais qui a été le support de beaucoup de controverses quand même autour des espèces exotiques envahissantes. Alors, ce qu'ont fait les auteurs de cet article, alors je vais vous passer les détails méthodologiques très précis, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu voir si les scientifiques s'il y avait consensus ou pas autour d'énoncés qu'ils considéraient clés, importants dans la discipline. Donc, ils ont identifié collectivement, avec un petit groupe, une série d'énoncés, il y en a 47. Et ensuite, ils ont réuni des groupes de gens qui sont censés être des spécialistes du domaine, alors des chercheurs, mais aussi des gestionnaires, des gens qui travaillent dans les ONG qui financent, etc. Puis ils leur ont demandé si vous êtes d'accord ou pas avec cette assertion. Et ils ont constaté que, en gros, il y a trois grands types on peut distinguer trois grands types de situations. Il y a les situations qui sont très polarisées, c'est ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire quoi? Soit quasiment tout le monde est d'accord, il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord, soit tout le monde rejette, mais il y en a deux, trois qui sont d'accord. L'autre, à l'opposé, on a les situations dans lesquelles à peu près la moitié des gens sont d'accord, la moitié des gens ne sont pas d'accord, et puis il y a tous les intermédiaires possibles. Donc, ce que cette étude, elle nous pointe, elle ne le prouve pas, mais elle nous met le nez sur une évidence, qui est que le consensus, de toute façon, en science, il n'existe pas. Donc, déjà, notre point de départ, il était un petit peu vérolé parce qu'il n'y a pas de consensus. Même sur les choses les plus consensuelles, la première, il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord, et pourtant, ils ont été choisis parce qu'ils étaient scientifiques et ils travaillaient là-dessus. Et puis, quand on y réfléchit, de toute façon, quand bien même il existerait, on pourrait pacifier.
Et on a des exemples historiques qui nous montrent qu'on peut pacifier. Alors, même si ça ne relève pas des espèces exotiques envahissantes, je me permets d'utiliser cet exemple parce que je l'adore. Ce travail de Ferrer et d'Elich, c'est des anthropologues qui ont travaillé sur les théories écologiques à l'époque coloniale. Et ils ont montré en particulier, l'exemple le plus célèbre, c'est qu'il y a des paysages comme ça, vous voyez, c'est des photos satellites avec les couleurs, en rouge c'est la forêt, en vert c'est la savane. Et il y a un fameux cas qu'ils ont étudié, c'est l'idée que pendant des dizaines d'années, le consensus écologique sur l'origine de ces paysages-là, c'était qu'avant c'était des forêts primaires, magnifiques, luxuriantes, et puis que les pauvres indigènes, comme ils n'arrivaient pas à gérer, ils n'avaient pas le savoir qui permet de gérer comme il faut, ils ont détruit tout ça et il reste des petits patchs qui, par miracle, ont échappé à l'incompétence de ces braves gens. Alors, donc ça, c'était le consensus scientifique. Or, on sait maintenant, aujourd'hui, que c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces patchs forestiers existent à la faveur des pratiques vertueuses locales dans un paysage qui serait autrement plus désertique. Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui nous prouve, qui doit nous amener à toujours avoir conscience que le consensus, même scientifique, c'est jamais, on peut pas s'y fier en tant que tel. Donc, ce qu'il nous faut, si on veut avancer, et toujours prendre au sérieux les enjeux qu'il y a derrière cette idée de dénialisme, c'est il nous faut nous débarrasser de cette idée il peut y avoir un consensus scientifique qui va identifier des faits qui sont le reflet exact de la réalité. Il nous faut mais dire ça ne veut pas dire mettre à la poubelle toute idée d'objectivité et de compétence des savoirs scientifiques. Ça veut juste dire qu'il faut affaiblir un peu notre idée de fait et un peu lever notre exigence de consensus et les remplacer par l'idée que un fait au sens faible, c'est un fait qui va être, c'est un énoncé, c'est ce qui est désigné par un énoncé qui est soutenu par des scientifiques dans le cadre de discussions qu'on va pouvoir qualifier de rationnelles pour aller vite, c'est-à-dire par le biais d'échanges d'arguments transparents, bien construits, sur la base de données, ouverts à la discussion, etc. Donc si on construit notre notion de fait au sens faible comme ça, sans s'appuyer, sans l'ancrer décisivement sur une prétention inatteignable à refléter exactement la réalité et sans l'ancrer dans le mirage d'un consensus, on peut continuer à avancer sur l'idée que le dénialisme, c'est le déni ou le rejet de ces faits scientifiques. Okay ? Donc maintenant, regardons un peu les faits scientifiques ou les énoncés qui sont des candidats pour désigner des faits scientifiques qu'ont examiné nos auteurs. Alors, il y en a certains pour lesquels les choses semblent assez simples. Par exemple, l'énoncé numéro 24, c'est l'éradication des espèces invasives animales établies et faisable. Donc là, on se dit, voilà, ça c'est typiquement un fait, there is the fact of the matter. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Il y a eu des tentatives, il y a des expérimentations, on a récolté des données, on a vu c'est faisable ou c'est pas faisable. Donc là, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est faisable, il y en a un qui dit que c'est pas faisable, là, on aura de bonnes raisons de se dire que celui-là, il a une attitude de type dénialiste. Ok, bon, ça c'est le cas le plus simple, mais ça dure pas. Juste après, l'énoncé suivant, c'est « Novel ecosystem should be accepted ». Les écosystèmes nouveaux doivent être acceptés. On doit accepter les écosystèmes nouveaux. Alors, les écosystèmes nouveaux, ça tombe bien, Franck, ils en a parlé tout à l'heure, donc je redis juste très rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez une définition là dans un chapitre, ça tombe bien, il s'appelle « Définir les nouveaux écosystèmes ». Vous voyez, c'est un écosystème, c'est un système de composants biotiques, donc vivants, abiotiques, sociaux, qui, du fait de l'influence humaine, diffèrent de ce qui a prévalu avant, historiquement, mais qui pour autant ont une tendance à s'auto-organiser, à avoir leur vie propre, à avoir des propriétés propres, sans interférence continuelle des hommes. Alors très rapidement, pour vous donner un exemple, il y a quelques années, j'ai travaillé sur un site qui s'appelle le Bois de Brétou, s'il y a des gens qui viennent de Bordeaux. C'est au bord de la rocade de Bordeaux, c'est juste en face du lac de Bordeaux. Alors ce site, c'était un bocage dans les années 50. Dans les années 60, a été créé le lac de Bordeaux, donc avec des gros travaux, des quantités de gravats, etc. Et tout a été mis sur le Bois de Brétou. Donc table rase biologique. Et après, ça a été abandonné. Et maintenant, il y a une forêt. Mais cette forêt, c'est une forêt d'élante qui vient de Chine,
des Ramnegundo qui vient d'Amérique, de Robinier qui vient d'Amérique. Il y a des zones qui ne sont pas en forêt, c'est des buissons, c'est du senson en arbre qui vient des États-Unis. Il y a des zones herbacées, hein, c'est du paspal distique qui vient d'Amérique tropicale, c'est du senson du Cap qui vient de Nouvelle-Zélande, comme son nom ne l'indique pas. Il y a des zones en eau, c'est recouvert de jussie, qu'évoquait tout à l'heure Franck, qui vient d'Amérique du Sud. Et puis il y a des animaux qui se baladent dedans, c'est des tortues de Floride, et puis c'est du ragondin qui vient d'Amérique du Sud. Donc là, on a un écosystème, c'est quasiment que des espèces exotiques envahissantes. Bah forcément, ces espèces, elles n'ont jamais, dans leur histoire biologique, jusqu'aux invasions biologiques actuelles, interagi ensemble. Donc forcément, on a un nouvel écosystème. Il ne s'est pas effondré, hein, les choses se sont passées, ils se sont développés. Donc il se passe des choses, il vit sa vie, cet écosystème, il s'organise. Il a sûrement des nouvelles propriétés qu'on ne voit dans aucun écosystème tel que celui qui prévalait historiquement. Donc c'est ça le nouvel écosystème. Mais alors si je vous parle de ça, c'est parce que ce qui est intéressant dans cet énoncé, c'est qu'il y a un petit mot au milieu qui est should. Ce qui veut dire que c'est un énoncé prescriptif. Il s'appuie sur des éléments factuels, mais il contient un jugement de valeur. Hein, c'est comme quand ma mère a le nez qui coule et a de la fièvre, je lui dis maman, tu es malade, va te soigner. Ça part d'éléments factuels, hein, de fait, elle a le nez qui coule et elle a la fièvre, mais comme j'aime ma maman, je ne veux pas qu'elle reste malade, je lui dis va te soigner. Donc il y a un élément, c'est un énoncé prescriptif parce qu'il y a un jugement de valeur dedans. Et là, pour dire novel ecosystem should be accepted, c'est pareil, il nous faut un jugement de valeur. On va peut-être se dire que ces espèces ont le droit de vivre ou que c'est pas de leur faute, comme disait Franck, si elles sont là. Donc, il faut qu'on les accepte. Mais alors, si ça fait partie des énoncés qui participent du champ des invasions biologiques, est-ce que quelqu'un qui nie ça ou qui n'est pas d'accord avec les autres scientifiques, est-ce qu'on va dire que c'est un dénialiste lui aussi ? Pas facile, hein. Mais il y a plus dur encore. Regardez, le premier des premiers, celui sur lequel il y a quasiment consensus, c'est les invasions biologiques sont l'une des menaces majeures pour la biodiversité. Alors ça, c'est un énoncé qui est extrêmement intéressant parce qu'il a l'air, comme ça, d'être complètement factuel. Mais, dedans, il y a le mot menace. Je n'ai jamais dire que, par exemple, un vaccin, c'est une menace pour les pandémies. Je ne vais pas dire que la communication entre les systèmes de police, c'est une menace pour le terrorisme. Si je dis que c'est une menace pour la biodiversité, ça veut bien dire que j'accorde de la valeur à la biodiversité et qu'il y a une valeur négative, si on veut, qui est affectée à ce qui menace. Donc il y a des valeurs dans menace, mais il y a aussi des valeurs dans biodiversité. Parce que quand on dit que les invasions biologiques sont des menaces pour la biodiversité, en fait, personne n'est capable de prouver ou de défendre l'idée qu'elles sont une menace pour le tout de la biodiversité. Parce que le tout de la biodiversité, bien, personne ne sait le définir, personne ne sait le mesurer. On met dedans des nombres d'espèces, des effectifs des espèces, de l'endémisme, de la rareté de certaines espèces. Donc on ne peut pas prouver que X est une menace pour tout ça. On ne peut pas non plus dire que X, en l'occurrence les espèces exotiques envahissantes, sont une menace pour tous les éléments qui composent cette biodiversité. Pour la raison qu'a à demi-mot dite Franck tout à l'heure, c'est que la diversité des espèces exotiques envahissantes, c'est une partie de la biodiversité. Or, on ne peut pas dire que les espèces exotiques envahissantes sont une menace pour la diversité des espèces exotiques envahissantes, c'est absurde. Donc en fait, quand on dit les invasions biologiques sont une menace pour la biodiversité, ce qu'on veut dire, c'est que les espèces exotiques envahissantes sont une menace pour certaines composantes de la biodiversité auxquelles on accorde une valeur et pour lesquelles on trouve que c'est problématique qu'elles s'effondrent. Par exemple, c'est une menace pour les espèces endémiques dans les îles. C'est une menace pour le nombre d'espèces de mammifères dans l'ensemble. Donc on fait des choix sur des composantes de la biodiversité et on montre que les espèces exotiques envahissantes sont une menace pour ça. Or, quand on fait ce choix, eh bien, on s'appuie, dans une certaine mesure, sur des valeurs. Donc, il y a des valeurs qui se baladent un petit peu partout dans cet énoncé, alors qu'il a l'air d'être complètement factuel. Il n'est pas directement prescriptif, il n'y a pas should dedans. Mais il y a quand même des valeurs dedans. Alors on peut se poser la même question que tout à l'heure.
Finalement, est-ce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec, là, les 1 ou 2% qui n'étaient pas d'accord, est-ce que c'est des denialistes, hein, ou est-ce qu'on ne peut pas se prononcer parce que finalement, il n'y a pas que des faits là-dedans? Et alors, pour prendre un dernier exemple, je vais faire une petite digression pour reparler de choses dont vous avez un peu parlé. Dans un super séminaire de Anne-Charlotte la semaine dernière, je vais reparler un tout petit peu d'évaluation économique en reprenant un exemple qu'a pris Franck dans le premier cours, si je ne m'abuse. Vous savez, c'est cette plante-là qui a envahi Tahiti et dont le système racinaire est très superficiel et du coup, ça crée des glissements de terrain, etc. Alors ça, c'est un exemple merveilleux pour faire un type de modalité d'évaluation des bénéfices économiques de la lutte ou des coûts économiques de la présence des espèces exotiques envahissantes. Donc je ne sais plus si Anne-Charlotte vous a parlé très techniquement, hein, c'est le terme d'évaluation des bénéfices à partir des préférences révélées. Hein. Comment ça fonctionne la chose? C'est, on va dire, il y a des glissements de terrain, forcément, ça rend difficile de construire des maisons en dessous. Parce qu'il y a un risque sur la maison, elle peut prendre un glissement de terrain. Donc forcément, les gens vont avoir tendance à payer plus cher les biens qui ne sont pas en dessous de la population d'espèces exotiques envahissantes et moins cher les habitations qui sont en dessous. Et regarde la différence de prix. Et cette différence de prix, ben, ça nous révèle la valeur économique d'une lutte qui ferait disparaître ces espèces exotiques envahissantes. On est d'accord? Donc, ce genre d'évaluation économique, ça nous donne un résultat qui va être les bénéfices de la lutte, de l'éradication dans cette situation sont chiffrés à tant d'euros, tant de dollars, etc. Donc ça, c'est pareil, ça a l'air complètement factuel. Alors, avant de vous dire pourquoi ça ne l'est pas, et c'est extrêmement important de voir que ça ne l'est pas, il faut rejeter, clairement éliminer deux critiques qui sont évidentes, qui sont extrêmement diffusées de ce genre d'évaluation, qui ne tiennent pas la route du tout. La première, c'est qu'en voyant ça, ou en voyant d'autres études d'évaluation économique, surtout les études qui s'appuient sur les préférences révélées, où on demande aux gens de dire combien il sera à payer pour ceci ou cela. Alors il y a plein de gens qui disent bah, vous voyez bien, ça ne tient pas la route parce que l'évaluation économique, elle est subjective. Et il y a une journaliste qui m'a ressorti ça vraiment en mots près, en discutant avec moi d'évaluation économique il y a quelques jours à peine. Alors ça, c'est complètement faux. Parce que c'est soit une énormité, soit pas une critique du tout. En effet, quand on dit à quelqu'un, quand il émet un jugement, c'est subjectif. Hein. C'est comme moi, par exemple, je vous dire, les films de Scorsese, c'est génial. Hein. Vous allez me répondre, c'est subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous me critiquez le fait que j'exprime quelque chose de subjectif en lui donnant des allures d'objectif. À ce moment-là, c'est critiquable. Or, quand un économiste va vous dire les bénéfices de l'éradication de Myconia à tel et tel endroit, c'est tant d'euros, il n'exprime pas sa subjectivité. Il exprime objectivement le résultat d'un calcul qu'il a fait à partir de l'expression par des individus de leur subjectivité. Mais ça, c'est pas être subjectif de s'appuyer sur des éléments qui sont l'expression de subjectivité. Sinon, il n'y a pas de sociologie objective, il n'y a pas d'économie objective, il n'y a pas d'anthropologie objective, toutes les sciences humaines, il y a zéro objectivité. Juste parce qu'on traite de sujets qui ont une subjectivité. Donc, cet argument, il est complètement faux, fallacieux. Deuxième argument qui est complètement fallacieux, on nous dit l'évaluation économique, de toute façon, c'est réducteur parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a plein d'autres choses qui sont en jeu dans la présence de cette espèce, toutes les espèces endémiques qu'elle a fait disparaître, peut-être la valeur des paysages qui ont complètement changé, c'est complètement réducteur de s'imaginer que c'est le changement des prix immobiliers qui va capturer tout ça. Mais aucun économiste digne de ce nom ne va jamais prétendre que l'évaluation économique, elle capture tout ça. Hein ? Donc c'est complètement fallacieux. Évidemment que c'est réducteur, mais tout le monde est d'accord. Et ça fait partie de ces critiques que tu évoquais tout à l'heure. Tout le monde est d'accord. Ça n'a rien à voir avec le débat. Le troisième élément plutôt, c'est je vais rappeler une chose qu'a dite Anne-Charlotte, et personne ne le dit jamais assez fort, donc je le répète, c'est que l'évaluation économique, au mieux, elle va nous permettre de traiter une partie du problème. Par exemple, elle va nous permettre de dire là, on a de bonnes raisons d'agir, ou là, on n'a pas trop de bonnes raisons d'agir. Par contre, elle ne va pas tout résoudre. Clairement, si on décide d'agir sur cette espèce à cet endroit, il va y avoir des coûts
pour certains, des bénéfices pour d'autres. Il va y avoir des enjeux de redistribution qui vont se poser. Et ça, on peut en traiter une partie d'un point de vue économique, mais il y a aussi des enjeux de justice qui vont se poser. Donc, quoi qu'il arrive, au mieux, ça nous donne un élément. Mais ce n'est pas ça que je veux vous raconter. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le simple fait de se dire qu'on va s'appuyer sur l'évaluation économique pour nous aider à prendre une décision, ça nous engage à prendre une position éthique dont il faut prendre conscience et sur laquelle il faut se positionner en transparence. En effet, imaginons qu'on a la même espèce ou deux espèces qui ont les mêmes caractéristiques biologiques à peu près, elles développent elles ont les mêmes impacts, elles créent toutes les deux des glissements de terrain, ça va détruire des zones habitables, etc. Mais dans un cas, juste en dessous, c'est des bidonvilles. Dans l'autre cas, juste en dessous, c'est la petite sœur de la Trump Tower. Alors, vous allez étudier ces deux situations. Vous allez regarder la différence dans les prix dans les marchés immobiliers à droite et à gauche. Forcément, vous allez vous apercevoir que le coût économique, là, il est gigantesque, alors que là, il n'y a pas grand-chose, parce que les gens, le peu d'argent qu'ils ont, c'est pour s'acheter de quoi manger. Ils ne vont pas faire la fine bouche sur l'endroit où ils vont mettre leur cabane. Donc, ça veut dire que si vous considérez que ce qu'on va sortir de cette évaluation économique, c'est un élément à prendre en compte pour prendre une décision, ça veut dire que vous assumez que c'est normal de prendre c'est plutôt normal d'utiliser un outil qui systématiquement va nous inciter à agir quand c'est des riches qui sont affectés et qui va avoir tendance à nous pousser à ne pas agir ou ne pas nous pousser à agir quand c'est des pauvres qui sont affectés. Et ça a quand même une dimension éthique majeure. Et ça, c'est caché derrière un énoncé qui a l'air d'être un énoncé de fait, qui est « les bénéfices sont chiffrés à tant d'euros ou tant de dollars ». D'accord ? Donc, conclusion, les valeurs sont partout, mais sous différentes formes. Des fois, elles sont complètement affichées, parce qu'on a un énoncé prescriptif. Parfois, elles sont cachées dans les mots, et parfois, elles sont cachées dans ce qu'on a utilisé pour faire un énoncé qui, dans ces mots, ne le montre pas. Donc, comment faire ? Il y a quelqu'un qui sait quelle heure il est ? Ah, incroyable. Et j'ai commencé à quelle heure ? Oh, j'ai encore plein de temps. Alors, comment faire ? Donc, c'est là qu'on attaque les parties que j'appelle traiter des valeurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va regarder un petit peu en termes de forme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se dépatouiller avec ça ? Quelle méthode on peut adopter ? Et puis après, on regardera encore plus rapidement le fond de ces valeurs, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui peuvent être des bons candidats pour soutenir une action contre les espèces exotiques envahissantes. Donc on parle de la forme. Alors, en termes de manière de faire pour traiter ces valeurs, je propose qu'on puisse distinguer 3 manières, en gros, de traiter le contenu en valeur des énoncés. Vous avez 3 manières un petit peu idéales, typiques ou caricaturales de ce qui a été proposé dans une très très vaste littérature. Donc c'est extrêmement simplificateur ce que je propose, mais c'est, je l'espère, un petit peu éclairant. La première manière, c'est de travailler comme les positivistes logiques. C'est une école de philosophie du siècle dernier, du début du siècle dernier, plutôt anglo-saxonne, dont la manière de traiter les jugements de valeur consiste à dire, les énoncés chargés des valeurs, fondamentalement, c'est comme le café, c'est bon. C'est-à-dire, c'est purement subjectif, c'est relatif à chacun, comme les goûts. Dès qu'il y a de la valeur, c'est comme si on disait, le café, c'est bon, il faut traiter les choses comme ça. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le réalisme moral. Alors, réalisme moral, c'est pas le terme réalisme, il n'est pas utilisé comme au sens courant, au sens de dire, voilà, tu crois que tu as mangé 17 hamburgers ce midi, c'est pas réaliste. Non, c'est réaliste au sens, il y a une réalité. Donc, il y a une réalité morale. Donc, dans le réalisme moral, on dit que l'idée, c'est que certains jugements, certains énoncés qui sont chargés de valeur sont aussi peu discutables que des énoncés qu'on a envie d'appeler des énoncés de fait. Par exemple, le massacre des Juifs par l'Allemagne nazie, c'est mal. Ou les espèces exotiques envahissantes, c'est un problème. On peut dire, il y a du moral là-dedans, mais c'est vrai. Donc ça, c'est la position réaliste morale. Puis la dernière option, c'est le libéralisme politique. Alors ça ne renvoie pas
aux pratiques politiques et aux partis politiques qui utilisent cette étiquette. Ça renvoie à la philosophie de John Rawls, un philosophe américain de la deuxième moitié du siècle dernier, qui nous dit, en fait, on ne peut pas tous s'accorder sur les jugements de valeur. C'est une spécificité des jugements de valeur. On ne peut pas s'accorder sur eux comme on s'accorde sur les faits. Pas tous, du moins. Il y a des groupes qui vont s'accorder sur des valeurs, mais tous les groupes ne vont pas pouvoir s'accorder. Par contre, on peut s'accorder sur l'acceptabilité de certains jugements de valeur des autres. On considère qu'ils émettent un jugement de valeur, on n'est pas d'accord avec le jugement de valeur, mais on dit il est acceptable ce jugement de valeur. Okay. Donc, il faut distinguer le jugement de valeur lui-même et l'acceptabilité du jugement de valeur. Il peut y avoir accord sur l'acceptabilité du jugement de valeur sans qu'il y ait accord sur le jugement de valeur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous dit là sur notre histoire de dénéalisme, cette distinction? Eh bien, ça nous permet de distinguer trois visions de ce que c'est que le cœur de ce qu'on doit faire pour lutter contre le denialisme. Dans la version positiviste logique, en fait, le denialism, il concerne que les énoncés de fait. Donc finalement, dans tous les énoncés qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, il n'en concerne pas beaucoup, juste une toute petite partie. Et encore, ce n'est pas facile de trouver laquelle. Le réalisme moral, lui, va plutôt nous dire on peut parler de denialisme pour l'ensemble, parce que finalement, il y a des énoncés de fait qui sont indiscutables, il y a des énoncés qui contiennent des jugements de valeur qui sont indiscutables, et c'est tout ça qui va être concerné, qui va être l'objet autour duquel celui qui n'est pas d'accord, il est denialiste. Et puis, le libéralisme moral, lui, il va dire ah non, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut distinguer deux formes de denialisme et deux formes de choses à faire pour lutter contre le denialisme. D'un côté, il y a les gens qui font vraiment du denialisme sur les faits. Ils nient les faits, alors là, du coup, on traite par de la mise en évidence de la réalité des faits, de la réalité des arguments scientifiques, etc. Et puis après, il y a ceux qui nient l'acceptabilité, nient que sont acceptables des jugements qui sont acceptables. Donc on va avoir un travail beaucoup plus subtil à faire, et compliqué et différencié. Donc moi, je ne vais pas vous dire quelle est l'option que je préfère, c'est la troisième. Mais, parce que je vais vous laisser libre choix dans votre propre position. Mais simplement, je vais pointer une petite série de plus et de moins pour éclairer. Alors c'est une liste ouverte, il y a sûrement d'autres éléments, mais qui me paraît intéressant de noter. Alors, si on regarde un premier point qui crève assez les yeux, c'est que le positivisme logique, c'est assez naturel quand on est scientifique. On se dit, les jugements de valeur, c'est comme le café, c'est bon ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les faits. Donc, ce n'est pas dérangeant. Positivisme logique, par contre, c'est beaucoup plus dérangeant le réalisme moral et même finalement le libéralisme politique. Ça secoue un peu la manière de penser. Mais un gros problème pour le positivisme logique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que nous a montré l'analyse de ces différents éléments qui, en fait, contiennent des valeurs à tel et tel endroit, mais ces valeurs ne se voient pas. Alors, s'il n'est pas facile, voire s'il est peut-être parfois impossible, de distinguer le contenu purement factuel du jugement de valeur dans nos énoncés, avec le positivisme logique, on se retrouve à ne pas pouvoir faire grand-chose. Alors que les deux autres options s'accommodent tout à fait, très facilement, du fait qu'il y a un mélange entre faits et valeurs dans tous les énoncés avec lesquels on travaille. Alors, il y a encore plus problématique, c'est que, en fait, le positivisme logique, il néglige le fait, qui est un petit peu une évidence de psychologie ordinaire, de pratique de la discussion avec les gens, qu'il arrive, il y a certaines valeurs sur lesquelles les gens sont complètement ancrés, ils ne bougeront jamais. Mais il y a aussi beaucoup de jugements de valeur sur lesquels les gens bougent, en discutant sur la base d'éléments rationnels. On apprend de nouvelles choses, on est exposé à de nouvelles données et on change, même sur des jugements de valeur. Et ça,
Ben, l'approche positiviste logique, elle ne peut pas trop en rendre compte parce qu'elle dit, finalement, c'est comme les goûts. Alors, vous pourrez discuter autant que vous voulez sur le fait que le vin rouge c'est bon, moi j'aime plus, c'est fini quoi. Hein. Ça ne bougera pas. Alors que les valeurs, ça peut bouger dans les discussions rationnelles. Et ça, eh bien, les deux autres approches, elles permettent d'en rendre compte. Donc c'est encore une force. Un autre plan, on peut se dire, d'un autre côté, un élément qui est vraiment fort dans le positivisme logique, c'est que, c'est qu'il est propice au pluralisme. Il rend compte du fait que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, qu'il y a des désaccords sur les valeurs, et ça, de fait, c'est important. Et le réalisme moral, bon, il a certaines forces, c'est clair, mais il nie ça. Donc c'est quand même une grosse faiblesse. Mais par contre, il n'y a pas que le positivisme logique qui est propice, ou pas propice, c'est peut-être pas le bon terme, qui s'accommode du pluralisme. Il y a aussi le libéralisme politique. Puis enfin, du coup, le dernier point de comparaison qui me paraît intéressant de noter, c'est que finalement, si on regarde si on regarde le tableau dans l'ensemble, on voit que le positivisme logique, il va être extrêmement faible dans sa capacité à répondre à ce qui nous paraît problématique dans le denialisme, parce qu'il va devoir se rapporter uniquement à des éléments purement factuels, et dès qu'il y aura des valeurs qui seront un petit peu engagées, il sort de son champ. À l'inverse, le réalisme moral, lui, il est en plein dans sa puissance d'action, puisque là, lui, il va traiter de tous les problèmes. Et puis le libéralisme moral, lui, finalement, il est dans une position de faiblesse relative, parce qu'il ne permet pas d'être aussi péremptoire, affirmatif et systématique que le libéralisme moral. C'est un petit peu plus compliqué, il faut distinguer les types d'accords et de désaccords. Mais finalement, c'est une faiblesse qui est aussi une force, parce que ça le rend capable de répondre à des critiques qui peuvent lui être faites, alors que, par exemple, le réalisme moral, de prime abord, il va être très fort, et puis finalement, quand on le critique, il n'a pas grand-chose à répondre. Donc, sur la forme, je vous laisserai faire votre choix sur la base de ces éléments de comparaison et peut-être d'autres. Donc, parlons du fond maintenant. Si on parle du fond, ça veut dire qu'il faut qu'on se dise, OK, il y a des valeurs qui traînent un petit peu partout, sous différentes formes, mais il y en a. Donc, ça vaut le coup de se poser la question vraiment de base, sur quelles sont les valeurs dans lesquelles s'ancre la démarche de travail sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, il y a des voies classiques de l'éthique de l'environnement. Voies classiques, c'est-à-dire les manières de traiter des questions de l'éthique de l'environnement qui saturent la littérature, qui ne marchent pas pour la question des espèces exotiques envahissantes. La première, c'est la perspective pathocentrique, c'est-à-dire on va se dire que si on fait des choses en faveur de l'environnement, c'est pour limiter la douleur ou la souffrance qu'on crée dans le monde vivant. Alors ça, clairement, ça ne peut pas nous aider, ça ne peut pas être la motivation pour une lutte contre les espèces exotiques envahissantes, du moins dans tous les cas, parce que clairement, quand on va lutter contre une espèce, la chasser, l'éradiquer, l'enfermer, la fertiliser, etc., on peut difficilement dire que notre boussole, c'est de n'avoir aucun impact négatif, aucune souffrance sur les espèces. Alors, ce qu'il faudrait, c'est être capable de faire la balance entre la douleur créée par l'espèce exotique envahissante et la douleur créée par la lutte contre l'espèce exotique envahissante. Et ça voudrait dire être capable de faire la part des choses entre la douleur qui est subie par différentes espèces dans différents contextes, etc. C'est complètement illusoire de se dire qu'on va réussir à mesurer ça et de faire la balance. Encore plus inopérant, il y a l'idée biocentrique, qui est de dire la valeur intrinsèque, c'est le vivant. Parce que là, ça ne nous aide pas beaucoup, parce que quand on lutte contre les espèces exotiques envahissantes, c'est aussi une part du vivant qu'on cible, une part du vivant qu'on va essayer d'éradiquer ou de limiter dans ses possibilités de reproduction, etc. Donc ça ne marche pas du tout.
la dernière approche qui ne marche pas non plus, et qui mérite de discuter un peu plus, pourquoi vous rigolez? C'est la perspective anthropocentrique basée sur les services écosystémiques. Alors, c'est quoi l'idée, hein, tout le monde connaît plus ou moins, mais en gros, l'idée, c'est de dire que les écosystèmes ont des fonctions, et ces fonctions, ça rend des services aux êtres humains qui en bénéficient. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On pourrait se dire, globalement, les invasions biologiques ont des impacts sur les écosystèmes, ils fonctionnent moins bien, du coup, il y a moins de services écosystémiques qui sont rendus. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi plein de services écosystémiques qui sont rendus par les espèces exotiques envahissantes. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles certaines espèces exotiques envahissantes existent. Il y a plein d'espèces exotiques envahissantes, par exemple, qui sont ornementales. On les a fait venir parce qu'on s'est dit c'est joli. Par exemple, la griffe de sorcière, on ne voit pas bien la griffe de sorcière, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante crassulescente qui fait des magnifiques fleurs roses, rouges, jaunes. C'est très planté dans les jardins, en particulier en Méditerranée, parce que c'est magnifique, objectivement. Les gens, ils adorent. Mais quand ça s'échappe des jardins, bien, ça va envahir. Ça, c'est une plage dans la Corse du Sud. La plage de Tenutella, elle est complètement envahie par la griffe de sorcière. Et il y a une espèce, la linéaire sarde, c'est tout petit, c'est très joli, mais c'est vraiment tout petit, hyper discret, une petite fleur jaune. Il n'y en a qu'en Sardaigne et en Corse du Sud, sur le littoral. Elle est complètement en train d'être étouffée par Carpobrotus edulis, donc la griffe de sorcière. Vous savez, si on voulait, ne serait-ce que dans ce cas-là, bien faire la balance des services écosystémiques, il faudrait qu'on soit capable de dire comment on fait la balance entre les gens, ils aiment bien parce que c'est joli dans leur jardin, et puis la vie, le fait, la non-extinction de notre petite linéaire sarde. Alors, j'insiste sur le fait que répondre à ce problème, c'est impossible. Hein. Il y a des problèmes auxquels on n'arrive pas à répondre parce qu'ils sont difficiles. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à répondre à un problème qu'il est juste difficile. Des fois, on n'arrive pas à répondre à un problème parce qu'il n'a pas de solution. Par exemple, si je vous demande de trouver un rond carré, vous pouvez chercher longtemps, vous n'allez pas trouver. Hein, ce n'est pas parce que le problème il est difficile, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Là, c'est pareil. Si je vous demande de trouver une métrique commune entre la taille des chaussures et l'intensité de l'amour, vous n'allez pas trouver. Et si vous avez une réponse, c'est que vous n'avez pas compris le problème. Et là, c'est pareil. C'est pareil. Si on veut mettre dans une même métrique la vie, le maintien de l'espèce et le plaisir que ressentent les gens d'en avoir une autre dans leur jardin, on ne peut pas trouver la réponse. Donc, ça ne marche pas. Et pourtant, pour que ça soit un bon argument pour motiver les actions sur les espèces exotiques envahissantes, il faudrait que ça marche et que ça marche totalement. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur l'évaluation économique. L'évaluation économique, elle ne prétend pas du tout capturer tout. Elle prétend capturer des petits éléments pour nous faire prendre une décision. Mais là, ce n'est pas ce qu'on cherche. Là, ce qu'on cherche, c'est une raison de travailler sur les espèces exotiques envahissantes et de lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, pour que notre argument anthropocentrique basé sur les services écosystémiques marche, il faudrait qu'on arrive à faire le calcul et qu'on capture tout pour voir si, globalement, la balance est plutôt vers le plus ou vers le moins. Donc ça, on n'y arrivera pas. Ça ne marche pas. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce qui nous reste? On peut dire, comme les philosophes de Philosophie Magazine, que finalement, il n'y a pas de raison éthique valable de travailler sur les espèces exotiques envahissantes. Il y a une raison éthique cachée, c'est qu'on est xénophobe. Mais en fait, c'est pas parce que c'est trois... Il n'y a pas que ces quatre options dans la vie, le biocentrisme, pathocentrisme, l'anthropocentrisme, le service écosystémique et la xénophobie. Il y a aussi des théories éthiques qui font de l'altérité une valeur positive. C'est-à-dire, l'autre, rien que parce que c'est un autre, il a de la valeur. Et peut-être il y a des gens qui se sacrifient pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Parce que l'altérité, le fait que ça soit différent, c'est pas qu'une cause de rejet pour tout le monde dans toutes les circonstances. Ça peut être une raison forte de donner de la valeur. Donc, ce qui va m'amener à
Alors, parmi les gens qui ont, développé cette idée, il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parce que en fait, Emmanuel Levinas, c'est quelque chose, c'est extrêmement difficile à lire. C'est extrêmement difficile à lire parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est ancré dans la phénoménologie. La phénoménologie, c'est la philosophie qui a donné l'existentialisme. Le truc le plus connu, c'est l'existentialisme, de Sartre en particulier. Mais en fait, cet existentialisme, c'est une toute petite partie d'un grand champ philosophique qui est la phénoménologie, dont les grands noms sont Husserl, Heidegger, mais aussi plein d'autres auteurs extrêmement connus qui viennent de ce mouvement philosophique. En France, il y a Paul Ricoeur, voilà, il y a Hannah Arendt aussi, et il y a Emmanuel Levinas. Et Emmanuel Levinas, du coup, c'est très difficile à lire parce qu'il faut comprendre la phénoménologie pour rentrer dedans. Mais en fait, l'idée fondamentale qui irrigue toute la philosophie d'Emmanuel Levinas, c'est qu'il y a une des sources éthiques les plus fondamentales, les plus structurantes, c'est le fait que c'est l'altérité. Donc, quand je suis face à quelqu'un d'autre que moi, que j'arriverai jamais à englober dans une vision totalisante, j'arriverai jamais à tout comprendre de lui, eh bien, il représente pour moi une responsabilité qui me saute dessus. Et du coup, l'altérité, c'est le fondement éthique le plus important, le primordial. Alors cette idée, est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour penser des problématiques comme celles des espèces exotiques envahissantes? Bien oui, je pense qu'on peut. Et je pense qu'on peut parce que... Alors, il y a plein de textes sur cette diapo, parce qu'en fait, c'est la seule diapo qui est compliquée dans tout le talk. D'un côté, okay, on est d'accord, les caractéristiques biologiques de l'espèce, qui est devenue une espèce exotique envahissante, elles doivent rien à l'homme. Il y a peut-être des cas d'évolution postérieure à l'envahissement dans lesquels cette assertion est discutable. Mais généralement, l'espèce, elle a ses caractéristiques et elle est transportée à la faveur de transports humains ou de continuités qui ont été créées par l'homme, etc. Mais ces caractéristiques à elles propres, elles ne doivent pas à l'homme. Mais par contre, sa présence là où elle est, ça c'est dû à l'homme. Okay ? Donc en fait, l'espèce, c'est une espèce exotique envahissante à la faveur du fait que grâce à l'homme, ces caractéristiques biologiques, elles peuvent s'exprimer dans un contexte tel qu'elle a un avantage sur les espèces autochtones. Donc dans ce sens-là, le fait que ça soit une espèce exotique envahissante, ça fait qu'il y a en elle, dans sa vie, dans ce qu'elle est capable de faire dans le monde, quelque chose qui est anthropique. Et cette chose-là, les espèces qui étaient déjà là, elles ne l'ont pas. Elles ne sont pas un petit peu anthropiques, les espèces qui sont là. La Linaria flava, elle n'est pas un peu anthropique en ce sens-là. Par contre, la Carpobrotus qui est en train de la grignoter, elle est un petit peu anthropique. Donc en fait, on pourrait dire ça avec des mots hyper compliqués pour dire un truc très simple, en disant que être une E, son être E, eh ben c'est un peu une déchéance d'altérité. Elle a moins d'altérité par rapport à nous, les hommes, parce qu'elle a quelque chose en elle, dans ce qu'elle fait dans le monde, qui relève de l'homme. Elle a un petit peu d'anthropique. Alors que la Linaria flava à côté, eh ben, elle n'a pas ce petit élément anthropique. Donc elle a un peu plus d'altérité. Donc ce qui m'amène à penser qu'en fait, quand on rejette, entre guillemets, avec un vocabulaire militaire, les œufs, en fait, on ne manifeste pas un rejet de l'altérité, mais on manifeste le fait qu'on considère qu'il y a une certaine perte de valeur liée à une perte d'altérité chez ces espèces qui sont devenues des espèces exotiques envahissantes. Et ça me paraît être un bon candidat de valeur qui sous-tend le fait de travailler sur les espèces exotiques envahissantes et de lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Voilà, alors maintenant, pour finir, c'est la diapo la plus courte, celle-là, et pourtant elle est compliquée.
Je voudrais pointer en 3 secondes le fait que ce que je viens de dire, cet énoncé-là que j'ai déployé en plein de phrases, moi j'appelle ça une hypothèse herméneutique. C'est-à-dire c'est une hypothèse, ce n'est pas quelque chose que j'affirme comme une vérité, c'est quelque chose que je soumets pour une certaine forme de test. C'est ça une hypothèse. Mais ce n'est pas une hypothèse scientifique. Une hypothèse scientifique, c'est une hypothèse qu'on pose, et du coup, après, on définit un protocole expérimental pour récolter des données, on voit si l'hypothèse elle est corroborée par les données ou pas. Ça, c'est une hypothèse herméneutique. Herméneutique, ça veut dire que c'est relatif à l'interprétation. C'est-à-dire que c'est une hypothèse sur ce qui donne du sens à ce que font un certain nombre de gens, à ce que fait une communauté. Et la question, pour tester une hypothèse herméneutique, c'est pas celle de... moi, ma question, c'est pas celle de savoir si les gens, là, tout de suite, tous les gens qui travaillent sur les espèces exotiques envahissantes, ils sont d'accord avec ce que je viens de dire. C'est encore moins la question de savoir s'ils auraient été capables eux-mêmes spontanément, là, comme je leur tends le micro, de répondre ça. C'est pas du tout ça. La question, c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose que les gens qui s'intéressent aux espèces exotiques envahissantes pourraient s'approprier comme étant effectivement une élucidation valable de ce qui les motive et de ce qui donne un sens à leur travail sur les espèces exotiques envahissantes. Et je pense typiquement, dire que travailler sur les espèces exotiques envahissantes, c'est de la xénophobie, c'est une hypothèse herméneutique qui est massivement rejetée par tous les gens qui travaillent sur les espèces exotiques envahissantes. Même si on leur donne le temps de réfléchir, de faire une introspection, une psychanalyse de 10 ans, il est fort probable que ça ne va pas déboucher par le fait qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont xénophobes. Par contre, peut-être qu'en y réfléchissant, en discutant, en lisant Lévinas, ils vont se dire que ce qui peut donner un sens au moins à une part de ce qu'ils font sur les espèces exotiques envahissantes, c'est qu'ils accordent une valeur à l'altérité qui est un petit peu moins présente dans les espèces exotiques envahissantes que dans les espèces natives. Sur quoi je vous remercie pour votre attention.